So we'll start with the next session directly without a coffee break. So thank you. Alors, sans pause café, nous allons enchaîner sur la session suivante. Merci à Vicky, Vincent et Vincent. Merci d'avoir accepté de remplacer Christophe Paquet qui avait été pressenti au départ, mais il a dû annuler à la dernière minute. Donc, grand merci à Vincent pour le dépannage de dernière minute. À toi, Vincent. Donc, merci à Claudia de m'avoir invité. So, thank you to Claudia for inviting me. Introduction qui va durer 5 minutes pour cette session sur la vaccination. Comme vous savez, les épidémies de rougeole et de méningite continuent d'être un fléau récurrent, en particulier dans les contextes de grande précarité et de crise humanitaire. Près de 40 ans de recherche ont été réalisés par Épicentre sur les terrains où MSF intervient. Les objectifs sont bien sûr de contrôler et de prévenir la morbidité et la mortalité liées à ces maladies, ceci en ciblant les populations les plus vulnérables, en particulier les enfants. Sur de tels terrains, MSF Épicentre et ses partenaires ont cherché à adapter les stratégies de contrôle et de riposte épidémique, qu'elles soient vaccinales ou thérapeutiques. Pour la méningite, cette maladie est étroitement liée à l'histoire opérationnelle de MSF. Elle regroupe tous les aspects de la réponse aux épidémies, depuis les contraintes logistiques et structurelles à la nécessité de simplifier les protocoles et l'accès équitable aux soins. L'histoire montre que dans la ceinture africaine de la méningite, les épidémies saisonnières ont provoqué des milliers de cas avec une mortalité élevée, surtout au temps du méningo A, les décès étant souvent en moins de 48 heures. C'est un défi pour MSF de traiter tant de cas, ce qui va exiger une adaptation des protocoles médicaux, ceci en des terrains isolés où les systèmes de soins sont toujours en tension. Au fil des décennies, la recherche d'Épicentre va jouer un rôle majeur pour faire évoluer les pratiques de traitement ainsi que les stratégies vaccinales. À la fin des années 80, MSF s'interroge sur le risque d'arrêt du chloramphénicol huileux, si important lors des épidémies de méningite à méningocoque. Il a une longue durée d'action et peut être administré facilement en 1 ou 2 injections intramusculaires. Son efficacité va être démontrée avec plusieurs essais cliniques prouvant la pertinence de poursuivre avec ce traitement. Pour rappel, lors des épidémies dans la ceinture sahélienne, les équipes de terrain devaient administrer des traitements intraveineux sur plusieurs jours, ce qui n'est vraiment pas pratique comme lors d'afflux importants de malades. Épicentre coordonne alors un essai randomisé avec les équipes MSF, les ministères de Santé du Niger et du Mali, dans les hôpitaux de Niamey et de Bamako. Cet essai va comparer 2 injections de chloramphénicol huileux versus 8 jours d'ampicilline intraveineux. Les résultats montrent une efficacité comparable, mais avec une faisabilité nettement supérieure du chloramphénicol en situation épidémique, contribuant à l'intégrer dans les recommandations internationales et celles de l'OMS. Mais hélas, son approvisionnement va devenir plus difficile au cours des années 90 et donc une alternative doit être progressivement recherchée, ce qui sera fait avec la ceftriaxone. 2005 est une nouvelle étape vers la simplification. Une première étude pédiatrique qui montre des résultats prometteurs avec la ceftriaxone en dose unique à l'hôpital de Niamey et à Bamako est suivie d'une étude en essai randomisé de non-infériorité incluant 510 patients dans les contextes épidémiques de Maradi et de Zinder au Niger. Tout cela est coordonné par MSF et Épicentre avec les ministères de la Santé publique de ces pays et du CERMES et peut-être d'autres partenaires que j'oublie là. Les résultats montrent qu'une dose unique de ceftriaxone se révèle non inférieure au chloramphénicol huileux pour le traitement de la méningite,
Cette alternative simple est progressivement intégrée dans les protocoles. À partir de 2010, l'épidémiologie des épidémies de méningite va changer suite à l'introduction du vaccin Menafrivac, vaccin conjugué A, et l'OMS recommandera la ceftriaxone en traitement de 5 jours, les grandes épidémies sahéliennes de méningon A étant en régression. Suivra alors de nouvelles études épidémiologiques avec Épicentre qui analysent et modélisent les données de surveillance et d'enquête, contribuant à faire évoluer les stratégies de contrôle et de prévention. Cette contribution scientifique permet à MSF d'intervenir plus en amont pour tenter d'interrompre la transmission, notamment avec l'introduction de la ciprofloxacine. Le docteur Guigui Manangama, ici présent, vous en parlera tout à l'heure. Pour finir, un mot sur les seuils épidémiques d'intervention qui vont représenter un déclencheur historique des réponses MSF. D'abord, le seuil d'alerte. Les données de systèmes de surveillance renforcés et les travaux de modélisation avec Épicentre et l'OMS ont permis au fil des années d'affiner les seuils d'alerte qui de 5 cas pour 100 000 ont été réduits à 3 cas pour 100 000 lors de populations de 30 000 à 100 000 habitants. Ces alertes doivent permettre la réactivité des services pour mobiliser très tôt les ressources nécessaires. Le seuil épidémique, quant à lui, a été établi à 10 cas présumés pour 100 000 habitants et doit déclencher les vaccinations de masse. Depuis 2023, ces campagnes bénéficient du vaccin conjugué pentavalent utilisé en riposte et les résultats obtenus au sein des zones touchées par la méningite vont vous être présentés. Merci Vincent pour cette introduction. Donc, il me tenait principalement à cœur de mentionner ton engagement à façonner cette institution Épicentre et toutes ces recherches historiques. Il n'y a pas quelqu'un de mieux pour présenter cela que toi. Donc bravo. Donc pour cela, je m'irais dire donc merci Vincent pour cet historique qui montre à quel point la réponse méningite s'est construite au cours du temps, avec des avancées majeures du point de vue thérapeutique et puis du point de vue surveillance. Donc si je fais un lien avec les enjeux actuels, il faut retenir une évolution majeure que Vincent vient de mentionner. Il y a tout l'aspect, le passage d'une logique purement curative et réactive vers une approche beaucoup plus préventive et structurée autour de la vaccination. Après, il y a la question de la ciprofloxacine sur la partie préventive qu'il a mentionné également. Donc, on a dû travailler sur des protocoles, des études et puis des protocoles, par exemple au Nigeria, pour le mettre en place. Je pense que pendant que j'étais aux urgences, on n'a pas pu les développer, mais je pense que ça fait partie également des discussions à avoir. Donc la première rupture importante à mentionner, comme Vincent l'a dit, ça a été l'introduction en 2010 du vaccin conjugué A, donc le Menafrivac, qui a non seulement donc son déploiement massif dans la ceinture sahélienne a pris donc un grand tournant. Il y a eu disparition de méningite A. Mais il y a eu un changement sur tout ce qui concerne l'épidémiologie. Donc en termes les épidémies n'ont pas disparu, mais il y a eu continuité des épidémies à faible ampleur avec les autres sérogroupes. Donc d'où tous les changements que Vincent va mentionner sur les changements de protocole de l'OMS. On est revenu à 5 jours. Et puis nous, au niveau des opérations, nous aimons bien la simplification. Donc passer de 5 jours de safety à 1 jour de safety, c'est game changer. Donc du coup, revenir encore à 5 jours, donc ça nous fait retarder. Donc ça, c'est un point majeur. Et puis toute la partie qui concerne notamment l'abandon du chloramphénicol, il y a toutes ces questions qui ont été, que Vincent va dire dans l'historique. Et puis, cela nous mène aujourd'hui à d'autres game changers, donc nous montre des nouveaux outils avec le nouveau vaccin qui ont été développés, notamment le pentavalent MEN5, qui a été préqualifié par l'OMS en 2023. Donc, il a été déployé au Niger. Il a été déposé dans son introduction récente au Niger. Ça nous a donné beaucoup de leçons.
notamment en termes de, notamment qui illustre bien les potentiels outils. Il y a eu une bonne couverture vaccinale, il y a eu une bonne réponse, mais il y a toute la question autour de la logistique qui se pointe aussi. Donc c'est dans ce contexte, comment adapter ces nouveaux outils dans des contextes opérationnels sur le terrain qui va être illustré dans la prochaine présentation. Et donc pour cela, je laisse la parole sans plus tarder à Médard, Médard Djadanem, qui est basé au Niger, qui est épidémiologiste, et puis qui a fait un PhD à l'université Nazi Boni de Bobo Dioulasso. Il a rejoint Epicentre en 2024, et puis depuis son arrivée, il a coordonné le projet Alerte au Niger, visant à renforcer la détection précoce des flambées épidémiques et améliorer la rapidité de la réponse. Donc, dans le cadre de la campagne de vaccination contre la méningite du Niger en 2024, il a également coordonné une étude évaluant l'efficacité du vaccin MEN5, donc en conditions réelles. Donc, c'est ce qui va faire l'objet de la présentation. Et il coordonne également actuellement un projet de recherche portant l'évaluation de l'impact du MEN5 dans le portage de Neisseria meningitidis au Niger, et puis contribuant ainsi à la production de données essentielles pour orienter la politique de santé publique. Donc, je vous propose donc sans plus tarder à la présentation avec Médard qui est en ligne. Merci. Donc, je vais vous présenter les résultats de notre étude menée intitulée Efficacité vaccinale du MEN5 lors des campagnes de riposte. Diapo. Alors, en introduction, ce que nous pouvons dire, c'est que dans les pays de la ceinture africaine de méningite, cette maladie cause environ 250 000 cas par an et 26 pays constituent cette ceinture africaine de méningite où 50% des cas de décès mondiaux y sont concentrés. Alors, bien que le sérotype A ait été éliminé suite à l'introduction réussie du MEN-Afrivac, il persiste encore d'autres sérotypes qui sont à l'origine des épidémies qui surviennent essentiellement par sèche. Il s'agit des sérotypes C, X et W. Alors, la méningite est une maladie qui est très létale, car sans traitement, elle peut atteindre des proportions allant de 50 à 80%. Et même lorsqu'elle est prise en charge, elle reste tout de même une maladie létale pouvant atteindre jusqu'à 10%. Diapo. Le Niger, qui fait partie des pays de la ceinture africaine de méningite, est régulièrement soumis à ces épidémies cycliques. Et depuis 2010, le pays a connu plusieurs épidémies de méningite, partant du sérotype A à d'autres sérotypes. Et ces épisodes de flambée ont été contrés avec des campagnes préventives, mais également avec des campagnes réactives pour pouvoir contrer ces flambées dans le pays. Diapo. Pourquoi le MEN5 au Niger? Alors, c'est un vaccin qui a été préqualifié par l'OMS en fin 2023 contre 5 sérotypes. Et c'est le premier vaccin commercialisé contre le sérotype X. Ce vaccin a été préqualifié sur la base de son immunogénicité, de son uniquité, mais également des études de modélisation qui ont été réalisées et qui ont donné lieu à la documentation, notamment sur la survenue des cas et des épidémies, ainsi que les stratégies optimales de ce vaccin. Néanmoins, son efficacité in vivo n'avait pas encore fait l'objet de documentation. C'est ainsi qu'en 2024, dès la semaine 16, où principalement à Niamey, il y avait une flambée de cas, où 2012 cas avaient été rapportés pendant cette semaine 16, et un taux de létalité de 6,1% dans la région de Niamey. Alors, le ministère de la Santé, l'OMS, Gavi ont donc décidé d'introduire ce nouveau vaccin pentavalent de manière réactive pour faire des campagnes de riposte, d'abord dans la région de Niamey à travers ces 5 districts, puis dans d'autres régions. Et aussi de profiter de l'occasion pour documenter son efficacité in vivo.
Diapo. Appuyez encore. Alors, la campagne s'est réalisée dans un premier temps dans la région de Niamey, qui comporte 5 districts sanitaires où 857 000 personnes ont été vaccinées. Ensuite, dans les autres districts appuyés, où la campagne s'est déroulée pendant le mois de juillet. Appuyez, s'il vous plaît. Dans les autres districts où 643 000 personnes ont été vaccinées, avec un taux administratif bien au-delà de 100%. Diapo. Appuyez. L'objectif général de cette étude était donc d'évaluer l'efficacité de ce nouveau vaccin dans la réduction du risque de méningite causé par les 5 sérotypes chez les personnes vaccinées dans le cadre d'une campagne de réponse à une épidémie. Appuyez. Et de manière spécifique, il s'agissait donc d'étudier les facteurs de risque de la méningite, mais également d'estimer l'efficacité vaccinale par sérotype. Diapo. Comme méthodologie, il s'agit d'une étude 4 témoins qui a été réalisée dans 6 districts sanitaires. Appuyé. Et les cas qui ont été inclus devaient avoir une PCR positive 10 jours après le dernier jour de la campagne de vaccination, devaient être âgés entre 1 à 19 ans, ce qui représente la cible de la vaccination, mais devaient aussi résider dans le district durant toute la période de la vaccination et devaient avoir consenti à participer à l'étude. Et pour chaque cas, 4 témoins ont été appariés selon l'âge, le sexe et le lieu de résidence qui étaient dans un rayon d'1 kilomètre autour du cas. Et ces témoins ne devraient pas avoir eu d'antécédents de méningite au cours des 3 précédentes années. Diapo. Alors, cette figure illustre en haut, comme on peut le constater en bleu, les cas suspects de méningite avant l'introduction du vaccin pentavalent à Niamey et dans le district de Magaria. Et en bas, en vert, ce sont les cas positifs âgés de 1 à 19 ans qui ont été inclus. Et en orange, ce sont également des cas positifs âgés de 1 à 19 ans qui n'ont pas pu être retracés, mais dont nous en reparlerons un peu plus loin dans la présentation. Alors, pour évaluer l'efficacité vaccinale, 15 cas minimum étaient nécessaires pour démontrer une efficacité de 90, avec une puissance statistique également de 90%. Alors, les calculs de l'efficacité brute et ajustée ont été réalisés via des régressions logistiques, mais aussi des analyses de sensibilité ont été réalisées pour prendre en compte les 5 cas qui ont été impossibles à tracer afin de les inclure dans les analyses de l'efficacité vaccinale. Diapo. Alors, dans le screening, comme montre ce flowchart, au début, 45 cas ont été screenés, parmi lesquels 23 étaient inéligibles. Sur les 22 restants, les 5 cas illustrés en orange étaient impossibles à retracer. Alors, 17 cas positifs ont été inclus dans l'analyse principale pour évaluer l'efficacité vaccinale. Parmi les 17, 14 étaient du sérotype C et 3 du sérotype W. Ce qui représente 17 cas, et comme pour chaque cas, 4 témoins apparaissent, cela représente les 68 témoins. Et pour le statut vaccinal, si vous pouvez appuyer, pour le statut vaccinal, ici, 41% des cas ont déclaré avoir été vaccinés. Par contre, chez les témoins, la limite ici, c'est l'autodéclaration du statut vaccinal, car on peut constater 74% des témoins, ce qui représente 50 sur les 58, ont déclaré avoir été vaccinés sans preuve à l'appui. Les infections respiratoires, qui est un facteur de risque, représentaient, appuyez, ça va venir, représentaient 18% chez les cas, 1,5% chez les témoins. Et d'autres facteurs, notamment la promiscuité, étaient quasiment égales, notamment le nombre de personnes par chambre et le nombre de personnes dormant sur le même lit. Il n'y avait pas de différence tant bien chez les cas que chez les témoins apparus. Diapo.
Diapo. Alors, l'efficacité vaccinale, comme nous avons vu dans les objectifs spécifiques par sérotype, contre le sérotype C, l'efficacité vaccinale brute était de 86%. Et lorsqu'elle a été ajustée dans les analyses avec le nombre de personnes par chambre, alors l'efficacité, appuyée s'il vous plaît, alors l'efficacité vaccinale est passée à 91%, appuyez encore. Et contre tous les sérotypes, notamment ceux qui étaient en circulation au moment de l'épidémie, l'efficacité vaccinale était de 88% et lorsqu'elle a été ajustée par les infections respiratoires et le nombre de personnes dormant par lit, l'efficacité vaccinale est passée cette fois-ci à 92%. Diapo. Alors, des analyses de sensibilité ont également été réalisées et cette fois-ci, les analyses de sensibilité prennent en compte les 5 cas qui ont été perdus de vue. Vu que les 5 cas, leur statut vaccinal était connu, ils ont donc été rajoutés aux 17, ce qui fait les 22 cas. Et comme ces 5 cas n'ont pas pu être retracés, alors dans le cadre des analyses de sensibilité, nous avons attribué des témoins qui sont fictifs à ces 5 cas car ils n'ont pas été retrouvés pour inclure des témoins dans leur entourage. Et différents de ces témoins fictifs ont été pris en compte, qu'ils soient vaccinés et non vaccinés. Et une fois de plus, dans ce scénario, les analyses de sensibilité ont révélé une efficacité dans un intervalle compris entre 76 et 94%. Nous pouvons dire en conclusion que ce nouveau vaccin pentavalent a révélé une efficacité protectrice lors des campagnes de riposte au Niger, des souches de méningocoques circulant dans des conditions réelles d'épidémie. Et les résultats de l'étude réalisée au Niger sont semblables d'une étude qui a été également réalisée au Nigeria en 2024 par le même vaccin qui a également révélé une efficacité vaccinale de 84%. Diapo. Bien que ce vaccin en conditions épidémiques ait montré une forte efficacité, il ne demeure pas moins que d'autres sérotypes continuent de circuler et ce plusieurs mois après les campagnes de vaccination. Et ceci peut être lié à la tranche d'âge trop étroite qui a été vaccinée à 19 ans, à la portée géographique limitée pendant les campagnes de 2024, aux effets différés au niveau population, notamment liés à la couverture ou au portage, et un effet potentiellement limité sur le portage. Actuellement, au Niger, pour répondre au portage, une étude est en cours et cette étude évalue l'impact de ce vaccin sur le portage oropharyngé chez des personnes cette fois-ci âgées de 1 à 35 ans et cela va permettre aussi de déterminer l'immunité de groupe avant et après une campagne de vaccination réactive. Et les résultats de cette étude en cours seront des éléments pour ajuster les recommandations, mais également alimenter les réflexions potentielles autour du déploiement de ce vaccin à grande échelle. Diapo. Nous voulons remercier également les différents partenaires et institutions qui ont participé à la réalisation de cette étude. Je vous remercie. Merci Médard pour cette présentation très, très intéressante, donc, qui montre l'intérêt de la vaccination réactive pendant une épidémie, donc en conditions réelles. Et pour le moment, je laisse la place aux questions. Donc en ligne, il n'y a pas encore des questions. Je ne sais pas dans la salle s'il y a des questions. Oui, je voulais savoir sur l'étude de l'efficacité vaccinale sur le pentavalent, si vous aviez pu vous compléter vos données d'efficacité vaccinale par sérogroupe et si sur les données de portage attendues, il y a une étude qui sera aussi faite par sérogroupe. Merci. Médard, tu as entendu la question? Oui. La question, c'est est-ce qu'il y a des données par sérogroupe?
Donc sur les vaccins, donc je reprends la question. Est-ce que vous avez des données par sérogroupe sur l'efficacité vaccinale pour Penta, MEN5? Sur celle que nous avons réalisée ou de manière globale? Après, ouais, tu peux partir sur cette étude, premièrement, et puis de manière globale dans la littérature, si il y a des données disponibles. OK. D'abord, sur cette étude, comme nous pouvons voir, il y a le sérotype C et le W qui ont été identifiés chez les positifs et parmi lesquels 14 C et 3 W. Donc, pour le sérotype C, nous avons pu, pour ce sérotype, avoir l'efficacité vaccinale. Mais pour le W, vu qu'il n'y en avait que 3, il était difficile d'évaluer l'efficacité. Il n'y avait pas d'autres souches comme la souche A et la souche X qui n'ont pas aussi été trouvées. Donc, nous ne disposons que pour cette étude sur le sérotype C. Maintenant, il y a de manière globale dans la littérature l'essai de phase 3 qui a été réalisé au Mali et en Gambie. Et là-bas, il y a l'efficacité par sérotype, partant du sérotype A à X, où l'efficacité par sérotype varie de 72% à 97,2% pour le sérotype X. Je ne sais pas si c'était ça la question. Oui, merci, merci Médard. Oui, il y a une deuxième question, juste là. J'aimerais avoir des informations sur les méningites à pneumocoque et hémophilus. Est-ce que vous en avez? Méningite à pneumocoque et hémophilus, vous en avez? Donc ça, c'est à voir. Oui, il y en a. Et en termes de réponses, je ne sais pas, en termes d'études en cours ou de réponses vaccinales, vas-y, est-ce qu'il y a quelque chose? Après, oui, on sait qu'il y a le vaccin. Donc pour le moment, on pousse plus au niveau, même au niveau du MSF, de faire des campagnes multi-antigènes. Donc c'est là, ça permet de couvrir pneumocoque, tout ça. Donc ça, c'est, on essaie de pousser davantage pour cela. Donc il y a eu ce matin également une présentation sur la drépanocytose. Donc il faut faire un lien sur toutes ces questions. Je pense que en termes de stratégie vaccinale, renforcer le programme élargi de vaccination. Après, on en parlera, c'est la session vaccination, donc il y a la rougeole aussi après, mais je pense que le message de manière globale, c'est renforcer tout ce qui est autour, parce qu'au niveau de la PEV, ça contient tout ça. Oui, il y a une autre question? Ouais. Oui. Ouais, merci pour la présentation. Je voulais revenir un peu sur, comme on parle sur l'efficacité du vaccin pentavalent. Si on regarde un peu la situation, l'évolution de la situation au niveau du Niger, plus précisément à Niamey, en 2025 et même en cette année 2026, il y a toujours des cas de méningite au niveau de Niamey et même dans les mêmes districts où la campagne a été menée. Cela arrive à poser des questions. Est-ce qu'actuellement, on a une idée sur la durée de la protection de ces vaccins pentavalents? Parce qu'en regardant, en évaluant un peu l'évolution de la situation, on se pose un peu la question de son efficacité. Parce que ce sont les mêmes districts qui ont été vaccinés où on continue à reporter des cas. Selon votre étude, qu'est-ce qui pourrait expliquer cela? Est-ce qu'on peut avoir actuellement une idée sur la durée de protection de ces vaccins? Merci pour la question. Je ne sais pas, Médard, si tu as entendu la question. Mais après, avant que tu répondes, je dirais il y a un élément qui a été mentionné dans la présentation, c'est la limite en termes de tranche d'âge également. Donc, il faut peut-être en termes d'analyse des données, d'où essayer d'orienter aussi les réponses en fonction des données existantes. Donc ça permet également d'être plus efficace dans nos stratégies opérationnelles. Donc il faudrait analyser les données, voir quelles sont les tranches d'âge en termes des taux d'attaque par groupe d'âge. Ça pourra orienter également. Médard, vas-y. OK.
Je vais répondre et puis dans la salle, il y a Dr Matt qui est là, dont je vais demander qu'il m'accompagne dans cette réponse. Et bien évidemment, ceci est un constat réel, mais ce qu'il faut noter, comme l'a dit Dr Guigui, il y a eu non seulement la tranche d'âge et la zone géographique limitée, mais pour les cas qui sont rapportés à Niamey, nous nous sommes penchés particulièrement sur la question. Et Niamey, vous savez, l'hôpital national s'y trouve. Du coup, tous les participants en provenance de l'intérieur et des différentes zones, ces cas sont notifiés dans le rapport hebdomadaire qui sont les maladies à déclaration obligatoire. Du coup, comme c'est l'hôpital qui notifie ces cas, cela fait bien entendu gonfler les chiffres, pensant qu'il s'agit des personnes résidant de manière permanente dans l'aire de santé et ou dans le district qui a été vacciné. Maintenant, pour ce qui est sur la durée de protection, je vais peut-être solliciter Matt. Merci Médard. Je vais juste compléter un peu. Je pense que pour la durée de protection, on ne sait pas encore, mais on imagine que ça dure au moins une décennie. Donc ça c'est vraiment pas la piste. Mais je pense que ce qui est important à rappeler pour les vaccins conjugués comme MEN5, c'est qu'il y a un effet direct chez les personnes vaccinées et un effet indirect même chez les personnes non vaccinées. Donc, en pouvant couper la transmission chez les personnes vaccinées, les personnes non vaccinées directement sont protégées car il n'y a plus de circulation des bactéries. Et donc, la question pour nous, dans le contexte actuel, avec l'introduction de MEN5 dans ces campagnes, la tranche à cibler à vacciner était 1 à 19 ans, tandis qu'on sait bien qu'il y a un peu de transmission, un peu de circulation chez les 20 à 25 ans, 20 à 29 ans même. Pour l'introduction de Menafrivac en 2010, les campagnes ciblaient les 1 à 29 ans. Et les campagnes étaient beaucoup plus larges, niveau d'un pays entier. Donc, on se pose les questions ici à Niamey, même avec une couverture élevée de la campagne, est-ce que la plage cible était trop étroite? Est-ce qu'il y a un effet de mouvement de personnes car on n'a pas vacciné tout le pays au même moment, comme on a fait pendant la campagne d'introduction de Menafrivac? Mais ce qui est le plus inquiétant dans ce cas, c'est qu'on a un vaccin qui est plutôt performant. C'est pas comme Menafrivac. On a fait Menafrivac, il n'y avait plus de NMA, il n'y avait plus de cas de NMA. Mais là, c'est inquiétant car il y a des cas confirmés chez les personnes vaccinées avec carte. Donc, ce n'est pas exactement la même chose. Mais quand même, c'est toujours performant. Mais on a ce vaccin, mais on n'a pas le financement pour l'introduire à l'échelle. Là, ça a tombé dans des fonds discrétionnaires des différents pays. Donc, on n'imagine pas qu'on va pouvoir introduire ce vaccin à la même échelle que Menafrivac a été introduit, qui est très inquiétant car on va continuer à avoir la circulation des méningocoques et peut-être des épidémies à venir. Ok, merci Matt pour ton éclairage. Tant que tu as le micro, peut-être, est-ce que tu peux nous éclairer par rapport à la prévention avec le protocole CIPRO? C'est ton dada. Oui. Non, merci. On a pu faire une étude en 2016 à Madarunfa lors d'une épidémie de méningite à méningocoque qui était NMC. Et on a fait un essai randomisé en grappe pour essayer, car on sait que les campagnes de vaccination réactive sont souvent en retard, même avec la meilleure préparation, on n'arrive pas à vacciner assez rapidement, surtout dans les conditions actuelles dans le Sahel. Donc on a pu faire un essai en essayant de donner de la ciprofloxacine à large échelle en prophylaxie dès qu'un cas a été confirmé dans le village. Et on a démontré dans cette étude que l'incidence dans les villages ayant reçu une distribution de masse a été coupée par 2/3 à peu près. Donc c'était vraiment une moyenne de réagir rapidement aux épidémies de méningite. On a pu essayer de faire ça ailleurs, au Nigeria aussi,
mais jusqu'à présent, ça a été donné par ici, par là. Ça a rentré dans les recommandations de l'OMS comme conditionnel. C'est quelque chose qu'on pourrait essayer de faire, qu'on pourrait envisager lors d'une riposte épidémique en attendant la vaccination. Ok, merci Mats. Donc sans plus tarder, nous allons passer à la deuxième présentation. Et pour cela, nous commençons par une introduction de Vincent. Donc quelques mots maintenant sur la deuxième partie de cette session sur la vaccination. Je vais parler donc un peu de l'historique de la rougeole à MSF Épicentre. Comme vous savez, l'importance des stratégies de lutte et de contrôle de la rougeole ont été rappelées par l'OMS, qui rapportait encore 100 000 cas par an en 2024. Ceci malgré une couverture vaccinale des enfants de 86% ayant reçu une dose, et sans doute à peu près 3/4 de doses. Après, la question de fiabilité des données reste toujours posée. Depuis des décennies, les travaux de recherche appliqués d'Épicentre sur la rougeole, sur les terrains d'intervention MSF, ont une importance non seulement opérationnelle, mais ont eu une influence directe dans la révision des recommandations de l'OMS concernant la vaccination de riposte aux épidémies. 2005 va être un tournant majeur avec la mise en évidence d'une mortalité catastrophique liée à la rougeole dans les contextes humanitaires et de faible couverture vaccinale au Niger, au Tchad, au Nigeria entre les années 2003 et 2005. D'importantes études épidémiologiques par des chercheurs qui sont même dans la salle sont menées. Il y a de graves épidémies à Niamey, N'Djamena et dans l'Adamawa au Nigeria. Ces études démontrent l'intérêt de la vaccination en phase épidémique, car les études d'Épicentre montrent des taux d'attaque extrêmement élevés, des létalités importantes, souvent sous-estimées, ainsi que des retards graves dans les ripostes vaccinales. Les études poussées montrent que les épidémies en milieu urbain africain durent plusieurs mois, remettant en cause l'idée reçue selon laquelle les ripostes vaccinales sont inefficaces lors des flambées de rougeole. Par la suite, l'OMS va changer de position et reconnaître la validité des nouvelles données des travaux d'Épicentre avec MSF et ses partenaires. Les années 2010 vont permettre une sérieuse évolution des stratégies de ciblage des populations les plus à risque. Épicentre et MSF participent directement aux consultations organisées par l'OMS pour réviser la politique de riposte aux épidémies de rougeole. Ces données opérationnelles et épidémiologiques vont être des contributions majeures pour les politiques mondiales de lutte contre la rougeole. Ces données précieuses dans les zones fragiles du Sahel et d'Afrique centrale, où la couverture vaccinale est faible et où les déficits immunitaires s'accumulent, vont permettre de mieux comprendre le comportement de la rougeole. Ceci est particulièrement vrai pour les populations déplacées lors des crises humanitaires. Beaucoup d'enfants, 0 dose, des contextes de malnutrition sévère et dans les villes africaines à croissance rapide où les flambées récurrentes sont parfois explosives. Les hypothèses antérieures sur la riposte vaccinale étant dépassées, les nouvelles données publiées modifient la compréhension des épidémies. Les données de terrain et les travaux d'Épicentre soutiennent qu'il faut vacciner le plus tôt possible pour limiter le nombre de cas en favorisant des campagnes de ciblage basées sur l'analyse des risques, l'analyse des taux d'attaque par groupe d'âge, moins de 5 ans ou davantage, avec l'identification des zones à cibler en priorité, l'identification des contraintes et des barrières à la vaccination, qu'elles soient structurelles ou logistiques. Cette approche doit favoriser une réponse anticipée plutôt que réactive et basée sur les données pertinentes résultant de la combinaison des informations disponibles. L'intégration de la prise en charge clinique à la réponse vaccinale est indispensable et Épicentre et MSF ont démontré que la réduction des complications et de la mortalité et létalité
nécessitait la supplémentation en vitamine A, une antibiothérapie adaptée par rapport aux complications, la réhydratation orale, l'accès gratuit aux soins et une prise en charge décentralisée. En ce sens, les études publiées à partir de 2007 ont contribué aussi à l'évolution des recommandations de l'OMS, favorisant les interventions des acteurs humanitaires vers une approche intégrée des épidémies. Plus récemment, Épicentre développe des outils de prévision avec des systèmes d'alerte précoce et l'identification des zones à risque pour la rougeole, avec l'objectif majeur d'améliorer la détection précoce des épidémies, avec une approche anticipée pour une réponse adaptée en fonction des risques et en fonction des moyens disponibles. Voilà, donc la prochaine présentation ira dans ce sens pour vous en dire davantage. Je vous remercie. Merci Vincent pour l'introduction. Donc juste très rapidement sur la rougeole. Donc du point ici, je peux faire un lien avec les enjeux opérationnels aujourd'hui. Rapidement, je dirais il y a 3 éléments clés à retenir. Il y a la partie question sur la priorisation. Donc c'est ce que Vincent a expliqué. Donc là, nous sommes partis avec Épicentre sur des stratégies à développer des outils pour prioriser des zones et prioriser des populations à risque. Ça, c'est très bien. Ça nous permet, du point de vue opérationnel, d'être plus efficace et on passe d'une approche large à une approche beaucoup plus ciblée. Ça, c'est très bien. Et puis, le deuxième, c'est un changement de paradigme parce que, donc, historiquement, on répondait plus en réactive. Et là, nous poussons de plus en plus à adapter nos stratégies et être beaucoup plus dans des approches beaucoup plus anticipées et préventives. Donc, pour cela, il y a toute la question sur des campagnes préventives et j'insiste aussi sur le support des PEV, des programmes élargis de vaccination dans des projets où on travaille. Ça, c'est essentiel, c'est le basique à retenir. Et puis, donc, il y a une approche fondée sur les données, comme Vincent l'a bien mentionné, les taux d'attaque, analyser et puis orienter nos stratégies. Et tant que 2 secondes juste sur des pistes également, nous sommes en train de discuter. Je pense qu'il y a des éléments qui vont changer également la prise en charge de la rougeole avec des tests rapides. Nous sommes en discussion sur ça avec la fondation MSF. Il y a toute la partie sur la prise en charge des cas, la prise en charge pédiatrique de cas et les cas post-rougeole. Parce que je me souviens, il y a des années, quand j'étais sur le terrain, il y avait des critères bien écrits sur papier, des cas de rougeole, fièvre, éruption cutanée. Un enfant qui arrive en post-rougeole, il était exclu carrément. Donc, et on sait que non, il y a des études qui montrent que ce sont les plus vulnérables. Et puis, ce sont les enfants qui shiftent aussi sur la malnutrition. Donc ça, ce sont des messages à faire passer. Donc, sans plus tarder, je vais laisser... donc la présentation s'intitule « Élaboration des stratégies de vaccination contre la rougeole adaptées au contexte local en République démocratique du Congo ». Donc il y aura 2 présentatrices. Il y a Camille... Donc, il y a Camille Fortin, qui est épidémiologiste spécialisée dans les maladies infectieuses dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires. Donc, avant de rejoindre Épicentre, elle a travaillé plusieurs années à l'Institut Pasteur, où elle a mené des recherches épidémiologiques au Cambodge, Égypte, Madagascar, et puis a participé à des missions avec MSF. Donc, elle participe actuellement au projet URGEPI, qui porte sur les épidémies de rougeole en RDC. Et puis, la deuxième présentatrice, c'est Masika Neema, qui est une chercheuse en méthode qualitative. Donc, son expertise repose sur la transformation des données de terrain en actions concrètes avec pour objectif d'améliorer les stratégies de vaccination et de promotion de la santé afin d'assurer leur adaptation au contexte local. Donc, depuis 2025, elle coordonne le volet qualitatif et mixte du projet URGEPI au sein d'Épicentre. Donc, Camille sera connectée depuis la RDC. Donc, je vous propose, sans plus tarder, de passer à la présentation. Merci pour ces introductions. Bonjour à toutes et à tous. Donc, nous allons vous présenter aujourd'hui un projet dans lequel nous avons élaboré des stratégies de vaccination contre la rougeole qui s'adaptent au contexte local en République démocratique du Congo. En République démocratique du Congo, on observe des épidémies récurrentes de rougeole en raison d'une faible couverture vaccinale et d'un manque de ressources pour le système de santé. Dans le cadre du projet URGEPI,
MSF OCP réalise des campagnes de vaccination en collaboration avec le ministère de la Santé dans la région de l'ancien Katanga, l'une des régions les plus affectées. L'objectif est de prévenir et de réduire l'ampleur de ces épidémies. L'une des difficultés de ces interventions est d'arriver à une couverture vaccinale satisfaisante. Lors des activités menées par le passé, sur 9 zones de santé vaccinées préventivement, 3 avaient connu des épidémies de rougeole par la suite. Grâce à des études qualitatives, nous avons pu mettre en évidence qu'il existait des obstacles à la vaccination et que ceux-ci étaient spécifiques à chaque zone de santé. De manière générale, même avec ces ressources, MSF n'est pas épargné par les difficultés auxquelles la vaccination de routine fait face. Bien que depuis le début du projet URGPI, nous ayons gagné en réactivité, nous avons cherché à améliorer nos campagnes de vaccination. Plus précisément, nous avons cherché à déterminer comment accroître la couverture vaccinale au cours des campagnes de vaccination, en ciblant avec précision les enfants non vaccinés et en évitant de revacciner ceux qui le sont déjà. Nous distinguons 2 contextes dans lesquels nos activités ont lieu. Les interventions préventives dans les zones à haut risque en l'absence d'épidémie, comme celles que nous avons menées à Ankoro et Kabalo en 2024, et d'autre part les interventions en réponse à une épidémie dite réactive, comme celle menée à Luamba et à Bukama en 2025, lorsqu'une grande épidémie de rougeole a affecté tout le pays. Pour répondre à ces questions, nous avons procédé de la manière qui suit. Nous avons mené, d'une part, des enquêtes de couverture vaccinale qui comportent des questions sur des données sociodémographiques, sur les vaccins reçus, ainsi que des questions brèves sur les raisons de non-vaccination. En parallèle, nous avons mené des études mixtes qui ont pour objectif d'aller plus en profondeur dans la compréhension de ces raisons de non-vaccination grâce à des entretiens individuels avec les parents, les agents de santé et les leaders communautaires. Ces 2 études durent environ une semaine et permettent ensemble de développer et de mettre en place des stratégies de promotion de la santé et de vaccination. Cette phase dure 7 à 10 jours. Puis la vaccination a lieu juste après, pour une durée de 5 jours environ. Enfin, après la vaccination, une nouvelle enquête de couverture vaccinale est menée afin d'évaluer notre intervention. Dans les enquêtes que nous avons menées avant la vaccination, nous avons trouvé des couvertures vaccinales généralement basses, de 64% pour Ankoro, 79% pour Kabalo, 75% pour Luamba et 70% pour Bukama. Par ailleurs, au sein de chaque zone de santé, nous regardons également les couvertures vaccinales par aire de santé. Comme nous pouvons le voir pour Ankoro, il existe une grande hétérogénéité de la couverture vaccinale au sein des aires de santé. En parallèle de ces éléments de couverture vaccinale, nous nous sommes également intéressés aux motifs de non-vaccination qui seront présentés par Nema. Au niveau communautaire, les niveaux du système de santé et les niveaux structurels. Au niveau communautaire, il existe des conflits coutumiers et armés qui entraînent des déplacements des parents avec leurs enfants. D'autres parents se déplacent avec leurs enfants pendant plusieurs jours ou pendant plusieurs semaines pour des activités économiques telles que l'agriculture, les commerces et la pêche. Certains enfants ratent la vaccination en raison de l'appartenance religieuse de leurs parents et d'autres à cause de l'absence de leur père considéré comme principal décideur dans les ménages selon les cultures locales. En plus, plusieurs parents manquent de connaissances sur les types de vaccins et sur les calendriers vaccinaux. Au niveau du système de santé, les horaires de vaccination des routines ne sont pas adaptés à la disponibilité des parents. Les ruptures des stocks et l'absence de la chaîne de frein dans certaines aires de santé entravent le bon fonctionnement du service de vaccination. Les agents de santé, quant à eux, ont rapporté qu'ils rencontrent des difficultés d'organiser des sites de vaccination avancés. Au niveau structurel, l'isolement géographique est caractérisé par des longues distances et par la présence des cours d'eau. Pendant la saison des pluies, les routes deviennent impraticables et la mobilité des équipes de vaccination sur les terrains devient difficile. À cela s'ajoute l'accès à l'information qui est limité. Par exemple, il existe des zones de santé qui ne disposent pas de la radio et dans d'autres zones de santé où la radio fonctionne, les ménages ne sont pas capables de se procurer d'un poste récepteur pour capter la chaîne d'information. Alors, bien que nous ayons identifié plusieurs barrières communes aux 4 zones de santé, l'importance de chaque barrière varie d'une zone de santé à une autre ou d'une aire de santé à une autre.
Par exemple, bien que le refus religieux ait été identifié comme barrière commune à toutes les zones de santé, il était particulièrement élevé dans la zone de santé de Ankoro, où pendant la phase pré-vaccination de l'enquête de couverture vaccinale, environ 8% des participants ont déclaré les raisons religieuses comme barrière à la vaccination. De même, pendant les entretiens qualitatifs, nous avons compris qu'il existe une confession religieuse très répandue dans la zone, communément appelée Stawar, dont les adeptes sont contre la vaccination. Ces derniers s'opposent à la vaccination pour des perceptions diverses, parmi lesquelles la santé et la protection sont entre les mains de Dieu, l'histoire des vaccins n'est pas claire, et parmi eux, ceux qui avaient accepté d'échanger des perceptions avaient peur du jugement des autres ou d'être chassés du groupe. Face à cette situation, les leaders religieux de ces groupes Stawar ont été impliqués dans les activités de promotion de la santé et la vaccination a été proposée et faite de manière discrète tout en laissant la liberté de choix aux responsables de l'enfant. De ces faits, certains enfants ont été vaccinés par la stratégie de vaccination porte-à-porte, d'autres ont été vaccinés le soir et d'autres ont été vaccinés en dehors de leur village. Dans la zone de santé de Luamba, lors de l'enquête de couverture vaccinale réalisée avant la vaccination, environ 5% des participants ont déclaré le fait de penser que le vaccin n'est pas efficace comme raison de non-vaccination. En plus, lors des entretiens qualitatifs avec les parents, ils ont rapporté qu'ils doutent de l'efficacité du vaccin. Ces doutes sont alimentés par des inquiétudes diverses, dont l'une est exprimée dans cette citation des parents qui dit « Pourquoi la rougeole revient dans les milieux malgré la vaccination des enfants, alors que dans l'assiette-temps, après la vaccination contre la variole, la maladie n'est plus revenue ?» Compte tenu de cette inquiétude sur le vaccin, la liste des messages clés à donner à la communauté avait été adaptée sous forme de questions-réponses sur base des inquiétudes et perceptions communautaires identifiées. En plus, bien que les effets secondaires aient été mentionnés par la minorité des participants à l'enquête de couverture vaccinale, la peur des effets secondaires avait été plus rapportée dans les entretiens qualitatifs. Pourquoi les parents craignaient les effets secondaires du vaccin? Cette peur s'explique par deux raisons principales. La première raison, c'est la présence des manifestations post-intervention qui faisaient penser directement aux premiers signes de la rougeole. Et la deuxième raison est expliquée dans cette citation des parents qui dit « Pour les vaccins contre la rougeole, moi, je ne ferai pas vacciner mon enfant parce qu'après chaque vaccination injectable, les enfants développent des signes tels que la fièvre qui ne sont pas soignés gratuitement au centre de santé. » Pour pallier la peur liée aux manifestations post-intervention, nous avons rendu disponible les paracétamol dans chaque site de vaccination. Alors, ces tableaux représentent quelques résultats clés tirés de tant d'autres et la façon dont ils ont été transformés en action. Les uns sont déjà évoqués dans les exemples précédents, tels que la peur liée aux manifestations post-intervention et les refus liés à l'appartenance religieuse. Pour les restes, citons la disponibilité des parents qui n'étaient pas compatibles aux horaires de vaccination des routines. Pour surmonter ces problèmes, les heures d'ouverture et de fermeture des sites de vaccination ont été adaptées. Concernant les obstacles géographiques identifiés, la vaccination a été faite par site mobile dans les aires de santé considérées comme à accès difficile. Et pour pallier les conflits coutumiers identifiés, le recrutement des relais communautaires a été fait en tenant compte des conflits identifiés dans chaque aire de santé et dans chaque village. Et pour atténuer les perceptions négatives à l'égard du vaccin, la liste des messages à donner à la communauté a été élaborée sur base des perceptions et inquiétudes communautaires identifiées. Pour récapituler, les enquêtes de couverture vaccinale nous ont permis d'identifier les aires de santé qui avaient une couverture vaccinale particulièrement faible, inférieure à 70%, qu'on voit en rouge et en orange sur la carte. Considérant que leur population est plus à risque, notre stratégie a été de les vacciner prioritairement pour la vaccination préventive. À celle-ci s'ajoutent les aires de santé recommandées par le ministère de la Santé
que l'on peut voir en bleu ici sur la carte. Dans le cadre des interventions réactives, une attention particulière était donnée aux aires de santé avec une faible couverture vaccinale, mais toutes les aires de santé avaient été vaccinées. Pour ce qui concerne la partie études mixtes, pour chaque contexte, des stratégies spécifiques basées sur les raisons de non-vaccination ont été développées, tout en incluant un engagement de la communauté. La mise en place de ces nouvelles stratégies a permis, sur les 4 zones, de vacciner plus de 170 000 enfants de 6 à 59 mois. Lorsque cela était possible, d'autres vaccins, en plus de celui de la rougeole, étaient proposés, comme le pentavalent, PCV13, etc. À la fin de la vaccination, nous avons mené une nouvelle enquête de couverture vaccinale visant à évaluer l'impact immédiat de nos interventions. Nous avons pour cela comparé la couverture vaccinale avant intervention, c'est-à-dire la couverture vaccinale liée à la vaccination de routine, le PEV, aux activités de vaccination supplémentaires par le gouvernement ou encore la précédente intervention menée par MSF. Et nous l'avons comparé à la couverture vaccinale après intervention. Ainsi, pour Ankoro, la couverture vaccinale est passée de 71% à 86%, pour Kabalo de 86 à 93. En réactive, à Luamba, la couverture est passée de près de 64 à 92%, et à Bukama de 57 à 85%. Notre stratégie a permis ainsi des augmentations de couverture vaccinale qui peuvent aller jusqu'à 27 points de pourcentage, et celles-ci sont plus marquées en réactive qu'en préventive. Par ailleurs, les couvertures vaccinales après vaccination nous permettent d'identifier les aires de santé qui ont été les moins bien vaccinées et d'effectuer des campagnes de rattrapage dans celles-ci. Enfin, nous nous sommes intéressés à l'impact de ces vaccinations sur le long terme. Pour cela, nous avons regardé l'évolution du nombre de cas rapportés via le système de surveillance nationale après la vaccination MSF. Dans les interventions préventives, qui ciblaient donc uniquement les aires de santé les moins bien vaccinées, plus celles recommandées par le ministère, la stratégie vaccinale n'a pas permis d'éviter totalement l'apparition de cas lors de la grande épidémie de 2025. Toutefois, le nombre de cas est demeuré inférieur à celui attendu. L'étude de ces cas a montré que ceux-ci se trouvaient dans des aires de santé qui n'avaient pas été ciblées par la vaccination, en raison potentiellement de poches de faible couverture vaccinale qui n'avaient pas été identifiées. D'autre part, certains cas étaient plus jeunes que la population en âge d'être vaccinés, ou bien n'étaient pas encore nés au moment de l'intervention d'MSF. Enfin, nos investigations ont montré qu'un certain nombre de cas provenaient d'un afflux de personnes qui venaient des zones de santé voisines et qui étaient arrivées après la vaccination. Dans les interventions réactives, la vaccination a permis une chute du nombre de cas jusqu'à l'interruption de l'épidémie. Nous n'avons pas encore le recul pour évaluer un impact à plus long terme. Pour conclure, retenons que les recherches ont été mises en place d'abord afin de comprendre comment améliorer la couverture vaccinale lors de nos campagnes de vaccination. Ensuite, c'était pour comprendre comment nous pouvons cibler efficacement les enfants non vaccinés. En réponse à ces 2 questions, les recherches préalables nous ont permis de mieux adapter les stratégies de vaccination classiques. Elles nous ont permis d'améliorer les activités de promotion de la santé et celles d'engagement communautaire. C'est là grâce à l'implication de divers acteurs tels que les parents, les leaders communautaires et les agents de santé. Également, elles nous ont permis de mettre en œuvre des approches innovantes telles que la vaccination porte-à-porte, la stratégie de vaccination nocturne et la distribution des paracétamol pour la gestion des effets secondaires. Nous avons en effet observé une augmentation importante de la couverture vaccinale grâce à cette stratégie. Toutefois, il reste probablement des poches de non-vaccination car en vaccination préventive, nous n'avons pas totalement empêché les épidémies. Les recherches ont eu un impact réel, mais la mise en œuvre de certaines recommandations s'est heurtée à des obstacles logistiques et sécuritaires. Et d'autres actions n'étaient pas du ressort des MSF, tels que les aspects liés à la chaîne du froid et à la vaccination des routines. En plus, en situation d'urgence, l'élaboration et la mise en œuvre des stratégies ont été complexes. C'est là en raison des chronogrammes et des délais serrés et en raison de la disponibilité réduite des équipes. Toutefois, les stratégies de vaccination ont eu de l'impact. La vaccination préventive ciblée géographiquement n'a pas permis d'empêcher complètement les épidémies,
mais elle a permis quand même de réduire leur ampleur, alors que la vaccination réactive a permis de stopper les épidémies en cours. Enfin, ces études nous ont permis de formuler des recommandations et des orientations générales pour les équipes de promotion de la santé et celles de la vaccination, en créant des questionnaires visant à adapter les stratégies de vaccination au contexte local, en fournissant aux équipes des listes et des stratégies simples pour pallier les obstacles identifiés et en leur distribuant des listes d'exemples et des messages de promotion de la santé. Et ces outils pourront être partagés et réutilisés à chaque campagne de vaccination. Au regard des résultats précédents, nous proposons des recommandations opérationnelles pour améliorer les interventions futures. Pendant les campagnes de vaccination MSF, il est nécessaire de s'éloigner des pratiques de vaccination conventionnelles en prenant le temps de s'approprier les résultats de la recherche. Par exemple, nous pourrions organiser des séances de simulation avant les interventions afin de favoriser l'adaptation rapide des équipes et le développement de réponses innovantes adaptées au contexte local. Également, nous pourrions simplifier les procédures de recherche afin qu'elles puissent être directement utilisées par les équipes de promotion de la santé et celles de la vaccination. Lors du ciblage géographique des zones de santé, il est important de tenir compte de la tendance de la mobilité de la population afin de garantir que ces mouvements sont pris en compte dans la stratégie de vaccination. Lors de l'épidémie, nous avons observé des aires de santé qui ont notifié des cas de rougeole, alors qu'avant la campagne de vaccination, ils avaient une bonne couverture vaccinale. Et ceci sous-entend que nos enquêtes de couverture vaccinale n'ont pas permis d'évaluer correctement l'immunité des enfants. Enfin, nous avons exploré de nouvelles approches pour atteindre les populations non vaccinées. Par exemple, en 2025, nous avons réalisé une enquête avec les enseignants dans laquelle nous avons affecté un enseignant dans chaque village pour estimer la couverture vaccinale. Cette enquête présente un avantage car elle nous a permis d'avoir une granularité plus fine. En ce qui concerne la vaccination de routine par le ministère de la Santé publique et par les partenaires, nous proposons l'utilisation des outils et des recommandations issues des études afin d'améliorer les activités de vaccination et afin de pérenniser l'adaptation des stratégies au contexte local grâce à une évaluation mixte rapide pré-vaccinale. Enfin, la collaboration entre le ministère de la Santé publique et les partenaires impliqués dans la vaccination s'avère nécessaire pour assurer une vaccination de routine fonctionnelle et éviter ainsi l'apparition de nouveaux cas sur le long terme. Étant en termes de notre présentation, nous vous remercions pour votre attention et nous remercions également tous les collaborateurs pour leur soutien et pour leurs échanges constructifs. Merci. Merci Camille et Néma pour cette présentation très intéressante. Donc on va passer rapidement aux questions dans la salle et en ligne. Là je regarde en ligne, il n'y a pas de questions. Dans la salle, il y a quelqu'un? Bernard Pécoul. La difficulté pour vacciner contre la rougeole, c'est l'obligation d'attendre jusqu'à 9 mois pour vacciner, à moins que je ne sois plus au courant. Est-ce qu'on a l'espoir d'avoir un vaccin qu'on puisse utiliser dans le même calendrier vaccinal que les autres vaccins, le PI? Pardon, si je comprends bien, la question, c'est avoir un vaccin dans le calendrier vaccinal, c'est ça? À un âge plus jeune? Avant 6 mois? Avant. Ah, avant 9 mois, oui. Oui, c'est à 6 mois, oui. Oui, donc effectivement, on peut utiliser les vaccins à partir de 6 mois. On considère qu'avant, l'enfant est protégé par les anticorps de sa mère aussi. Non, du coup, la réponse est que non, l'enfant est protégé par les anticorps de la mère. Mais après, je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut rajouter dans la salle. Oui, Bernard, on veut un meilleur vaccin, bien sûr, toujours. Mais cet vaccin, Camille a soulevé un point sur la protection en fait, des anticorps maternels. Ça, c'était l'hypothèse qu'on n'a pas besoin de vacciner plus tôt.
Mais il y a beaucoup d'études maintenant qui montrent en fait que ces anticorps maternels ne durent pas si longtemps. Donc pour cela, il y avait la possibilité de livrer ce vaccin-là à 6 mois, dans certains cas, mais pas avant. Mais il y a d'autres vaccins, toujours en développement, de voir si ça peut être livré plus tôt avec exactement le calendrier vaccinal des autres vaccins courts. Après, il y a la question de la deuxième dose. Donc ça, c'est ça qui a été poussé pour potentialiser l'effet de la vaccination également. Donc, Il y a d'autres questions dans la salle? OK. S'il n'y a pas de questions, donc je passe la main à Vincent pour conclure la session. Juste pour faire remarquer que ce type d'études mérite vraiment d'être applaudi, vu les conditions dans lesquelles elles sont réalisées dans le Grand Katanga, dont on sait les accès sont particulièrement difficiles. Donc un grand bravo pour cette équipe.